Avec la rue, Ah oui. vous êtes en train d'en parler avec ça, que je peux montrer après, je veux là, il y a pas de bruit. Les ferrures étaient étaient un peu arrondies. Les arrondis, ce n'était pas la même chose. Et là, nous habitions au deuxième étage. Il y avait un magasin de TSF. Magasin TSF Radio. Oui. Hein, et à côté, Bombe incendiaire quand vous avez voulu sortir. alors c'est juste devant. Je ne sais pas, c'était corné, est-ce que c'est la bombe, est-ce que c'est autre chose, j'en sais rien. Ah oui, il y a une pierre qui c'est corné. Et oui, tu étais en train de regarder le Tour de France là, tu l'as vu. Parce que le Tour de France est passé. Quand le Tour de France est passé, là, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Est-ce que tu étais au balcon Oui, là, je suis. Donc c'est ça qui est devenu maintenant le Qatar des Rennes et le magasin de. Et la rue Pierre-Gorgy a été élargie depuis. Non, elle est restée, elle a la même largeur. Elle a la même. J'ai à peu près. Ah si, il y a quand même un grand trottoir, mais enfin, c'est la même largeur. Je vois pas grand-chose d'autre. Les bombes, enfin, Oui, là, oui. ils ont fait comme nous, quoi, ils ont sauvé le rue. Oui, mais manifestement, bon, les supports de batterie. Ici aussi, un peu d'ailleurs, non? Voilà, On a l'impression que les supports de balcon sont à peu près les mêmes, même chez toi. Enfin, chez toi, dans l'ancienne maison. mais Ici, là, tu vois. je pense que c'est des détentions quand même, parce que c'est après la libération, on n'allait pas faire des balcons de ce genre, on simplifiait. Oui, oui, oui. Ici, Oui, d'ailleurs, c'est oui. simplifié, parce que c'était. On était à l'instant, on était devant l'immeuble où tu habitais, au 71 rue Jean Jaurès. Et vous étiez, me disais-tu, donc bien entouré, puisque juste en face où nous nous trouvons, il se trouve une plaque. Oui, vas-y. celle de Mathieu Donard, qui était donc notre voisin en face de chez nous.
et qui va devenir chef de réseau et donc chef de la défense, si on peut dire, du Finistère. Un peu plus haut habitait René Salin, qui lui aussi va avoir une part active dans la résistance. Et au rez-de-chaussée, Aubert, qui a des accointances avec le deuxième bureau. Ouais, donc vous étiez bien entouré. Nous étions donc bien entourés, sans le savoir. Oui. Et en face, nous voyons donc la façade de l'immeuble où ta famille habitait. Oui, mes grands-parents habitaient un peu plus haut, dans l'immeuble actuellement où se trouve le magasin Grenier. Et Oui, et vous vous êtes réfugié d'ailleurs. oui, et chez eux. c'est dans cet immeuble que nous nous sommes réfugiés, ma mère, mon frère et moi, lorsque les bombes incendiaires sont tombées chez nous. Et c'était quelle date Alors c'était une période très dure de bombardement, et c'était dans la nuit du 3 au 4 mai 1941. Parce que Brest abritait à ce moment-là 2 cuirassiers allemands, le Scharnhorst et le Gneisenau, et qui étaient vraiment redoutables pour les convois anglais de l'Atlantique. Et donc ce bombardement, c'était en pleine nuit. C'était en pleine nuit. Nous étions bombardés si souvent que la nuit, nous restions au lit n'en pouvant plus, parce que d'ailleurs nous n'avions pas d'abri dans notre quartier. Oui. Alors comment faisaient à ce moment-là les sans-abri? Eh bien chaque soir près du lit, on mettait les chaussures, le manteau et la fameuse petite valise qui contenait l'argent et les papiers. Et donc comme nous en avions l'habitude, quand les bombes sont tombées sur l'immeuble et que nos chambres étaient illuminées par la lueur des flammes à travers les persiennes, nous avons sauté hors du lit et nous avons voulu nous mettre à l'abri au bas des escaliers, à l'abri des escaliers. Mais une bombe flambait sur le palier et nous avons dû lutter pour l'éteindre en jetant du sable dessus, parce que à ce moment-là, la défense passive déposait des sacs de sable dans les immeubles à cet effet. Et ceci fait, nous nous sommes précipités vers la porte donnant sur la rue, mais là aussi, une autre bombe flambait. Nous avons couru vers la sortie de la cour, et là encore, une troisième bombe. Alors là, nous étions faits absolument comme des rats, et c'est un moment que l'on ne peut pas décrire, un moment de détresse. Enfin, la bombe qui brûlait sur la rue a fini par s'éteindre sans communiquer le feu à la maison, et nous avons pu sortir donc sur la rue en marchant sur des braises. Et c'est là que nous nous sommes réfugiés chez nos grands-parents. Alors à partir de ce moment-là, nous allons devenir tous les trois des réfugiés. Nous allons aller à Sizun et puis ensuite à Morlaix, où mon frère pourra être élève dans un collège. Mais le mot de réfugié, pour moi, reste toujours et évoque toujours la misère et l'exclusion, mais aussi parfois la solidarité et même l'amitié.
Et cette maison donc, que vous allez quitter, l'immeuble en face, va ensuite être brûlée. Par contre, la façade va rester et est toujours à peu près identique. Qu'est-ce qui a changé dans la façade? Oui, ce qui a changé dans la façade, ce sont les balcons qui ont disparu, qui ont été remplacés. Et il faut dire que la maison a failli être brûlée plusieurs fois. Il y avait les bombardements, mais il y a aussi le siège. Et comme mon père habitait en face chez mes grands-parents, parce que là, il y avait une cave voûtée, il surveillait la maison, et donc il a éteint des incendies. Jusqu'au 7 septembre 1944, où la maison brûlant à partir du toit, il n'a pu rien faire. Mais la façade est restée la même. Oui, peut-être qu'on peut situer un petit peu, très rapidement, la maison. L'immeuble était un tout petit peu plus haut que l'actuel centre commercial de Jaurès. Oui, la maison était entre le cinéma Eden, qui était un peu plus haut dans une petite rue, et ce qu'on appelle actuellement l'espace Jaurès. Et à l'arrière de chez nous se trouvaient les réserves de la quincaillerie Le Joncourt, donc des produits inflammables, et ce qui a déterminé, lorsque les bombes incendiaires sont tombées chez nous aussi, un incendie gigantesque. Bon, on peut sur... Mon père était Attendez, arrivé. il faut reprendre. Attends. Allez-y. Mais oui, vas-y, on peut reprendre... Oui, les mois d'avril et de mai 41 ont été mémorables pour nous parce que le 8 avril 41, mon père, qui était prisonnier en Allemagne, a été libéré avec pas mal de soldats de sa catégorie par anticipation. Il arrive donc le 8 avril et dans la semaine, c'est la semaine de Pâques où ont lieu de terribles bombardements. Le 18 avril, il se présente aux autorités pour régulariser sa situation et il est renvoyé en captivité parce que les Allemands et Vichy exigent qu'il signe une déclaration de neutralité, qu'il s'engage à ne pas reprendre les armes ni à nuire à l'occupant. Il refuse de signer et il est renvoyé en captivité. Et c'est 15 jours après que les bombes incendiaires tombent sur notre maison. Tout à fait. Allez, c'est bon. Oui, dans le récit que tu as écrit à ta petite fille, Monique, tu commences par situer comment tu as vécu le début de la guerre à Brest. Oui, je mets Brest en 1939. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse. Jeunes et insouciants, garçons et filles, perçoivent cependant une inquiétude dans les propos qu'échangent leurs parents au sujet d'événements graves en Allemagne, en Autriche. À la sortie des écoles du centre-ville, le cours d'Ajau, qui est une des promenades préférées des Brestois, avec ses grands arbres, retentit d'une joyeuse animation. Il y a Jeanne d'Arc, le lycée, celui des garçons et celui des filles, la retraite, Bon Secours et Saint-Louis s'y défoulent à cœur joie. Sur la rade, la flotte du Ponant étale alors sa force navale. Près des escaliers menant au port de commerce a lieu un tournage du film qui restera célèbre
remorque avec Jean Gabin et Michel Morgan. Quel événement pour nous! Et voici fin août, la fin des vacances approche, la guerre aussi. Les premières affiches annonçant la mobilisation générale apparaissent sur les murs des mairies. Nous rentrons de vacances de Carantec. Papa trouve dans la boîte aux lettres son ordre de mobilisation. Le soir même, il est parti. Donc, Il y a la gorge qui est accrochée un peu. On peut faire oui, il y a un film qui s'appelle Ma vie est un roman, mais Ah oui. voilà, tu vois, on pouvait Ouais. en faire Oui. un roman. Oui. Et donc, tu es Ça, prêt on là? va vas-y. Nous continuons. Donc, à ce moment-là, il est bon de situer l'âge que tu avais à l'époque, hein, parce que tu rentrais, tu dis, l'insouciance, tu rentrais de Carantec, où vous étiez en vacances. Et tu as justement une photo de tes vacances Ouais, ouais. à Carantec. Quel âge avais-tu alors à l'époque? C'était en 1938, je crois, Non, c'était... à Carantec. Non, Carantec 1939. Ah oui. C'était les dernières vacances, eh bien, juste avant la guerre. Oui, celle que tu évoquais à l'instant. Voilà. Et brestoise, je réside à Brest avec ma famille. J'ai 18 ans. Je vais repasser mon oral de philo. 1er septembre 1939, mon père est mobilisé comme officier de réserve. Le dimanche 3 septembre, un jour qu'on n'oublie pas, c'est la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne. Il est midi. Le 10 mai, les Allemands attaquent. Mon père est prisonnier et depuis au début juin. Et donc, juin, juillet, nous serons 2 mois sans nouvelles de lui. Le 19 juin 1940, les Allemands entrent dans Brest. C'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, la fin d'un monde. Et les bombardements alliés vont alors commencer. Ça va être une période de deuil, de destruction, de nuits sans sommeil pour la population brestoise. Le 8 avril 1941, c'est l'arrivée de papa libéré par anticipation, et dans la semaine de Pâques, de terribles bombardements. Le 18 avril, c'est son renvoi en captivité parce que les Allemands et Vichy exigent qu'il signe une déclaration de neutralité, qu'il s'engage à ne pas reprendre les armes ni à nuire en aucune façon à l'occupant. Il refuse de signer, il est renvoyé en captivité. Et c'est 15 jours après, dans la nuit du 3 au 4 mai 1941, que notre maison est atteinte par les premières bombes incendiaires jetées par les Anglais. Au 71, c'est le 71 rue Jean Jaurès qui est atteint. Ma mère, mon frère de 14 ans, nous devenons des réfugiés jusqu'à la libération. Oui, justement, à ce moment-là, où avez-vous, comme beaucoup d'autres Brestois d'ailleurs, vous avez donc vécu cette difficile situation de réfugiés obligés de quitter Oui. son chez-soi, et vous êtes allé d'abord, je crois, à Sizun. Nous sommes Pour quelle allés, raison? oui, nous sommes allés d'abord à Sizun parce que c'est une amie de ma mère qui a trouvé une famille d'accueil, disons, qui nous a reçus dans sa salle à manger transformée en dortoir. Et là, nous avons vécu dans des conditions précaires, faisant la cuisine sur
un cœur, c'est-à-dire un petit fourneau ayant un seul foyer. Mais nous avions trouvé la paix, le repos, le sommeil, et finalement, nous avons trouvé une amitié qui, depuis, ne s'est jamais démentie. Donc, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est vrai que ça évoque aussi la solidarité. La solidarité, Bien sûr. oui. Oui. Et il n'y avait pas que ta mère, ton frère et toi, mais tes grands-parents maternels vous Oui. ont accompagné également. Mes grands-parents maternels, dont mon grand-père avait 80 ans à peu près, et donc qui sont venus avec nous à Sizun et qui nous ont suivis par la suite dans notre exil. Oui. Oui. C'est vrai que c'est le mot qui convient. Oui. Et après Sizun, vous êtes allé à Morlaix, je crois. Eh bien, mon père est rentré de captivité, et puis, ce qui était Définitivement, important... alors. Définitivement. Oui. Et... Pour quelle raison est-il rentré de captivité? Pour quelle raison a-t-il été libéré? Il occupait un poste dans l'administration des contributions directes, et donc l'administration a demandé, a expliqué qu'ils avaient besoin de cet agent, et finalement le gouvernement et les Allemands se sont inclinés. Mais vous avez quand même été séparés, votre père et vous, quoi. Oui, nous avons été séparés, donc plus d'1 an. Parce que lui travaillait à Brest. 14 mois. Alors il a donc de ce fait repris son poste de fonctionnaire à Brest, sous les bombes. Et d'un autre côté, mes parents ont trouvé pour la famille un refuge à Morlaix, à cause de la scolarité de mon frère qui avait 14 ans. Et toi-même, comment ta scolarité s'est-elle prolongée? Alors là, j'ai pu commencer mes études de pharmacie, et j'ai commencé par un stage donc dans une pharmacie de Morlaix. Et par la suite, j'irai continuer mes études à Rennes, sous l'occupation, la vie d'étudiante sous l'occupation. Oui, bon, oui, la vie continuait quand même. La vie continuait. Et bon, nous n'allons pas nous étendre sur cette vie d'étudiante à Rennes, mais on peut revenir ensuite plus près de la fin de la guerre, au retour de Rennes après le débarquement des Alliés en Normandie. Oui, parce que le 6 juin 1944, c'est donc le débarquement allié. Toutes les communications sont coupées et les étudiants reviennent chez eux. Je reviens donc de Rennes à Morlaix, à pied, et comme je l'écris, sur la route et par la route de tous les dangers. Parce que là, nous sommes arrêtés de nombreuses fois par les Allemands qui nous demandent donc nos papiers. Chaque fois, c'est quelque chose, une injonction qui vous glace. Bon, nous arrivons à continuer, mais lorsque nous atteignions Carhaix, Rostrenain, ce sont des moments d'horreur, parce que les Allemands sont devenus très très agressifs. Ils arrêtent des otages, procèdent à des exécutions sommaires. Et donc d'abord Rostrenain, nous apprenons que de jeunes résistants de 20 ans ont été pendus
un même sous un balcon. À Carré, il en est de même. Et c'est vraiment l'horreur, Oui. c'est la barbarie, quoi, dans toute son espèce. Enfin, nous arrivons et nous continuons notre chemin avec différentes péripéties, parce que nous avons pris le centre de la Bretagne pour éviter les grands axes, pour éviter la région côtière. Mais là, c'est la région des maquis, et donc là aussi, nous faisons des rencontres avec les maquisards. Et donc tu vivras la libération à Morlaix. Alors, je quitte mes amis, mes copains à Pleyber-Christ, et je me dirige vers Morlaix. Et là, je vivrai donc avec ma mère et mon frère la libération. Et la libération a lieu le 8 août 1944. Mais pendant ce temps-là, ton père était encore à Brest. Et mon père avait rejoint Brest, et c'est là qu'il va rester à son poste, et en tant que premier agent de secours de la défense passive, qu'il va vivre le siège de Brest pendant 42 jours. Oui, et nous avons eu la chance, bon, il faut dire en plus que de ses fonctions administratives, ton père avait des talents d'artiste. Oui, et là apparu après le siège, quelques années après, un livre, un ouvrage, L'assaut de Brest, qui a été illustré par mon père, parce que, étant donné son amour du dessin, il avait pris sur le vif, pendant les combats, pendant les bombardements, des dessins, des scènes pendant le siège. Et quelque chose qui nous intéresse également, et que tu racontes dans ton l'ouvrage que tu as fait pour ta petite fille, eh bien, ou tes petites filles, il y a ce qui a trait à l'abri Sadi Carnot, et en particulier l'essai d'identification des victimes oui. auquel ton père a participé. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Eh bien, on arrive, on peut dire, le 18 septembre 1944, que Brest détruite et libérée, et que... Mais l'identification des victimes ne va pas être faite immédiatement. Et là, donc, le siège, donc, ça a été 42 jours de siège infernal. Et quelques jours avant, donc le 9 septembre, environ 400 Français et de nombreux Allemands ont péri dans l'abri Sadi Carnot suite à l'explosion de munitions qui avaient été entreposées par les Allemands contre toute convention de Genève. Alors, depuis, les victimes, les combats ont continué à l'extérieur, les bombardements, et finalement, les victimes, les corps des victimes sont restés là où elles ont péri. Alors se pose le problème, faut-il murer l'abri, en faire un mausolée, ou alors procéder à une identification des victimes portées disparues. Et c'est l'essai d'identification qui est finalement adopté. Alors, à ce moment-là, ce ne pouvait être n'importe quel petit groupe qui descende ce 27 septembre, c'est-à-dire 18 jours après la catastrophe, dans cet abri, car en effet, il fallait être non seulement volontaire,
avoir le cœur bien accroché, mais aussi avoir une connaissance approfondie de la population. Et donc c'est un petit groupe et qui était composé entre autres de volontaires comme la comtesse Alix de Carbonnières, qui était infirmière, le docteur de Lalande et messieurs Andrieux, Coste, Fauchon, Guillard, qui faisaient partie de la défense passive. Oui, Max Fauchon, c'était ton père. Et Max Fauchon, c'était mon père. Et donc ce fut absolument une descente aux enfers dans cet abri, dans une atmosphère infernale. Enfonçant et trébuchant dans des débris de restes humains mêlés aux décombres, ils procédèrent avec les moyens du bord, c'est-à-dire à main nue, à cette identification. Et c'était d'autant plus douloureux qu'il fallait qu'ils aillent identifier leurs parents et leurs amis. Et c'est à la lueur d'une petite lampe à acétylène que le docteur de Lalande et mon père se mirent d'accord sur l'identification du corps de celui qui avait été le chef de la cité, Victor Eusin. Et d'après les témoignages du groupe, il était à demi soulevé sur son lit et comme s'il avait vu venir le danger. Et un soldat allemand était accroupi sous son lit. Oui, mais bien, c'est vrai que c'est un moment particulièrement dramatique. Bon, je crois que... Là encore, je peux ajouter une chose qui me revient à l'esprit. Oui. C'est que ce jour-là, donc, ils ont pu identifier un certain nombre de victimes, dont le père Ricard, qui était le chef spirituel de l'abri, et que c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu dire qu'une identification pouvait être possible. Et cette identification a duré environ 1 mois. Bon, on pourrait peut-être dire quelques mots ensuite parce qu'on a vu l'essentiel de votre retour à Brest. Oui. Oui. À quel moment et dans quelles conditions s'est fait ce retour à Brest? Parce que c'est vrai que ça a été aussi un moment difficile pour les Brestois parce que la ville a été longtemps, d'abord la plupart des immeubles étaient détruits ou incendiés et la ville a été interdite d'accès pendant très longtemps. Oui, oui. Oui, parce que j'ai là une lettre de mon père et qu'il a fait transmettre par quelqu'un qui sortait de la ville et en disant que justement il fallait attendre un moment pour que les Brestois reviennent chez eux. Alors c'était une ville en ruine. L'immeuble où habitaient mes parents avait été brûlé. Celui de mes grands-parents maternels également. Et la petite maison de mes grands-parents paternels avait reçu un obus au phosphore, heureusement non éclaté. Mais évidemment, c'était rentré dans des conditions vraiment très précaires et très pénibles. Et donc, ton père a trouvé, malgré tout, un immeuble presque habitable. Alors, mon père a pu trouver un immeuble presque habitable au 17 rue Jean Jaurès, un 4e étage, et les vitres pour la plupart étaient inexistantes,
Donc, il fallait démarrer dans ces conditions. Il n'y avait plus de chauffage et l'hiver s'annonçait. Et il y avait même dans l'immeuble, dans un des appartements, je crois, un obus non explosé ou une bombe. Oui, parce que mes parents auraient pu s'établir, enfin, s'installer au deuxième étage, mais là, dans l'appartement, se trouvait un obus non explosé. Il fallait donc attendre que l'on puisse le rendre habitable. Alors, je crois qu'on peut évoquer un autre aspect, c'est-à-dire que tu avais hérité d'une certaine culture familiale de ton père qui notait au jour le jour Oui, ce qu'il vivait oui. et qui en plus agrémentait ses notes de croquis. Oui, là, j'ai retrouvé après, et je l'ai retrouvé. Mon père est mort le premier, et même, je l'ai retrouvé après la mort de ma mère. Et donc, j'ai pu transcrire tout ce qu'il avait noté au jour le jour. Ouais. Oui. Et c'est vraiment extraordinaire parce qu'il parle aussi bien des événements importants que des choses tout à fait quotidiennes. Oui. Et toi-même, tu as continué cette tradition familiale. Ben oui, c'est-à-dire que là, c'était en 1939, j'avais des petits carnets et tout d'un coup, je me suis mise à inscrire moi aussi, au jour le jour. Nous lire une Oui, page presque au hasard. Presque au hasard, ce que je faisais. Alors, oui, c'est même avant la guerre, où je note mes sorties, ce qui se passait, les examens, et voilà. Et puis tout d'un coup, c'est la guerre, et je continue à noter. Nous étions 5 étudiants de Brest, mais nous n'avons pas vu les pendus, ni à Rosserenin, ni à Carré, parce que, eh bien, c'était le mois de juin, c'était le moment des communions. Et donc, le curé avait été trouver les Allemands et leur demander de remettre les corps aux familles. Et donc, que les enfants qui passaient les communions ne passent pas près de ces suppliciés. Donc, de ce fait-là, nous ne les avons pas vus, mais on venait de les retirer. Oui. Non, bon, je crois que on a l'essentiel des aspects. Que pendant longtemps, et d'ailleurs Georges Semprin, là, par exemple, lui, il a écrit un livre sur la période de déportation, je ne sais pas moi, 50 ans après. Et avant, il a été incapable, d'écrire. Oui, parce que là... Donc nous parlions donc du fait que nous parlons aujourd'hui de ces pages sombres de l'histoire de Brest, mais pendant longtemps, eh bien, les Brestois n'en ont pas parlé. Non. Toi-même, est-ce que tu en as parlé avec Non. ta famille Non, parce que je me suis rendu compte que je n'en avais pratiquement pas parlé à mes enfants. Ouais. Et c'est après qu'un de mes fils m'a dit « Oui, mais c'était difficile pour toi. » Et là, en effet, c'est ce qui s'est passé quand je me suis trouvée une fois à une exposition avec M. Pétron, qui était un ancien déporté, et qui m'a dit «
au début, nous ne pouvions pas en parler. D'ailleurs, si on voulait en parler, on ne nous écoutait pas. On ne voulait pas nous entendre. Voilà. Et donc là, je pense que c'est ce qui s'est passé pour moi aussi. Je n'ai pas parlé. Et tout d'un coup, les circonstances ont fait que, eh bien, j'ai repris la parole. Et c'est une de mes petites filles qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne nous as pas dit ?» Ouais. Et ça a été pour moi le déclenchement. Je me suis mis à écrire, je me suis mis à parler. Oui, je crois que bon. Ah, ça c'est bien. Oui. Oui. Oui, il peut y avoir un petit commentaire, par exemple. Là. Non, là c'est... Ah, comment? Ah oui, quand on a 85 ans, on commence à... Oui, oui, À un oui. moment, ça flanche. Oui, encore, bon. Bon, C'est- j'ai c'est réussi. déjà pas mal que... Hein, oui, oui. J'ai réussi, puis il y a Oui, tu un ne te souviens peu... pas, tu m'avais dit pourtant où c'était cette Oui, oui, église. puis on a perdu... C'est pas Auvers-sur-Oise, mais tu vois. On pourrait On a perdu penser, d'oublier. faire un parallèle, tu vois, Oui, là. oui, oui, oui. Il y a, Oui, 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 oui. la situation est presque... Oui, oui. Bon, là, je ne bouge pas, alors. Et là-bas, après, Oui, c'est moi qui vais bouger. Parce qu'il faut que Là, je calcule avec là, c'est à Luchon. C'est dans les Pyrénées, ça. Oui, oui. c'est une aquarelle. Donc. le... Oh, je suis embêté. Oui, celui-ci, là, indique le massif. Ah oui, oui, oui. Ah ben, ce sont les Pyrénées, c'est Luchon. C'est toujours dans la région de Luchon. C'est toujours Luchon, oui. Oui. On avait été en cure pour les enfants. Et... Donc il est venu lui aussi. Et... Alors aussitôt, le peintre... Oui, il s'est mis en action. À part les soins, on ne le voyait pas beaucoup. Ouais. Non, non. Il fonçait. Il allait... C'est ma mère peignait aussi. Ah, Oui, et puis après, elle était mère de famille, tout ça, alors elle a pu peindre, etc. ouais. Ah bah si, il y a une facture. Elle, c'est de la peinture à l'huile. Ouais. Ton père a fait de l'huile aussi. Et C'est mon un- père, je ne sais pas s'il l'a déjà appris. Ça, c'est sa mère. Ouais, d'accord. Père, c'est le Ster, près de l'Odé, un affluent de l'Odé.